Pour eux, santé mentale, bonheur, joie, ça veut rien dire. Quand je dis à mon père, comme il me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais dire c'est être heureuse. Il va dire mais en fait ma fille, qu'est-ce que tu me racontes C'est la question. Salut tout le monde, on dit quoi, le format vidéo B-Side Media dans lequel on parle avec des personnes concernées de sujets qui les touchent. Moi c'est Sophia, chargée de communication chez B-Side et aujourd'hui on a la chance de pouvoir coproduire avec Annabelle, fondatrice du podcast On est là. Alors On est là, c'est le podcast qui est dédié aux femmes des quartiers populaires pour leur donner tout simplement la parole, là où elles n'ont pas souvent la parole tout simplement. Et le sujet du jour c'est, est-ce que la santé mentale c'est un truc de riche ? Aujourd'hui on a des invités avec nous qui vont se présenter. Je m'appelle Kyonintra et je suis thérapeute. Et moi je m'appelle Asitane et je suis artiste peintre. Et quel est votre rapport à tout ce qui est lié à la santé mentale ? Est-ce que votre rapport a évolué ou pas ? Je pense que j'ai pas du tout été élevée dans un environnement qui traitait ça comme quelque chose même d'existant, on va dire. Donc en fait je pense que c'est au fur et à mesure en grandissant, j'ai constaté des anomalies, des difficultés que j'avais, que ce soit dans ma relation avec les autres ou avec moi-même. Et c'est là que j'ai commencé en fait à me pencher sur le pourquoi. Indirectement, je me sentais concernée à travers l'art, parce que la danse, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée et apporté avec la musique, pour pouvoir mieux gérer mes émotions, comprendre et en tout cas me sentir en sécurité pour m'écouter. Donc au fur et à mesure du temps, ça m'a permis de mieux me découvrir et par la suite, j'ai pu commencer une thérapie pour me découvrir. Et là, je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait un vrai sujet et une incompréhension par rapport à d'où je viens, ma culture, qui je suis, et c'est pas forcément pris en considération dans le milieu thérapeutique. Donc j'ai décidé par la suite de moi-même devenir thérapeute pour apporter un cadre qui permet aux gens de se sentir respectés et écoutés pour ce qu'ils sont. Moi ça m'intéresse beaucoup ça, parce que du coup je sais que moi quand j'ai voulu voir une psy, ma première crainte ça a été de me dire mais elle va jamais comprendre mes problématiques. Parce que faut savoir qu'on s'est appelé avant pour sélectionner des profils, et quand tu m'as dit ça j'ai dit bon allez je note ton nom parce que qui dans sa vie dit alors écoute moi la santé mentale je connais parce que maintenant je suis thérapeute donc voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup la question peut-être que j'aimerais bien vous poser c'est est-ce que vous avez eu des difficultés en fait à trouver un accompagnement psy et quelles ont été les difficultés ? Est-ce que c'était plutôt financière ou est-ce que c'était plutôt de l'ordre de la peur de se dire mais en fait je vais aller voir qui et qui va me comprendre en fait, et est-ce qu'on va pas minimiser en fait ce que moi je ressens ? Effectivement, j'avais devant moi des thérapeutes qui comprenaient pas pleinement ma situation parce qu'ils avaient ni la notion de culture ni la notion d'environnement, donc ça c'était hyper frustrant pour moi. Et il y avait effectivement aussi le côté financier parce que faut faire tu dois prioriser. Ouais. Soit tu prends en charge ta santé mentale, soit tu pars en vacances, soit tu payes tes factures. Donc il fallait vraiment prendre tout ça en considération. Moi je sais que j'ai dû recommencer pendant 1 an pour me dire je vais me faire accompagner, et j'ai choisi tel thérapeute qui pourra mieux me comprendre même si elle prenait pas tout en considération, mais ça avait déjà été un grand début pour moi pour me découvrir. En fait j'ai cherché une thérapeute et je suis tombée sur Instagram assez étonnamment sur une thérapeute qui était en Angleterre. Okay. C'est vrai que voilà, c'est une femme noire qui porte le voile. Du coup, je me suis tout de suite sentie rassurée par rapport à ça. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, faut bien le préciser en Angleterre. C'est vrai, mais faut préciser. Parce qu'en France, ça n'aurait pas été possible en effet. Donc c'est sûr que oui, ça m'a rassurée, mais ça a été compliqué quand même. Mais du coup les filles, j'aimerais bien rebondir sur un aspect commun que j'aperçois dans votre discours. C'est le fait que vous vous sentez comprise lorsque la personne d'en face vous ressemble. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a un lien entre héritage culturel et relation qu'on a avec tout ce qui est santé mentale, émotion, rapport avec soi-même, etc. Personnellement, je suis malienne d'origine. Okay. Et il y a le truc de la pyramide de Maslow, des besoins, etc. Moi, mes parents, ils sont immigrés. Ma mère, elle nous a élevés seuls avec mon frère après la primaire. Et du coup, quand on est en mode survie comme ça, et ça c'est dû aussi à la culture, au fait que je sois une fille d'immigrés, on pense pas du tout à la santé mentale, en fait, c'est pas la priorité. C'est un luxe, on va dire. C'est un luxe où on se dit, en fait, j'ai pas le temps de penser à ça. Il y a aussi une culture de survie qui se crée en fait avec le fait d'être immigré. T'as dit un truc important, c'est quand t'es enfant d'immigré, fille d'immigré, ou que tu es tout simplement immigré, ce qui se passe, c'est que t'es pas forcément au même niveau par rapport à tes besoins. Donc moi, je sais que mes parents, pareil, mon père, il est arrivé d'Algérie, il avait 20 ans. Ma mère, elle est née en France, mais moi, je suis d'origine algérienne, donc ils sont nés en 62. La guerre d'Algérie s'est terminée en 62. Donc autant vous dire que pour eux, santé mentale, bonheur, joie,
ça veut rien dire. Quand je dis à mon père, comme il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais dire, c'est être heureuse. Il va dire, mais en fait, ma fille, qu'est-ce que tu me racontes C'est la question. Tu vois, non, pour moi, c'est être travailler, avoir un toit. Et là, tu te rends compte que, effectivement, on a la chance aujourd'hui, nous, de pouvoir parler de santé mentale, parce que nos parents ont pu nous apporter un cadre sécurisant. Donc, des fois, on leur en veut parce qu'ils nous ont pas apporté d'amour, d'affection. Donc, on va avoir une thérapie en disant, c'est à cause de mes parents. Donc là, on en revient à ce que je t'ai dit, où je me suis pas sentie comprise, parce qu'on me parlait de parents toxiques. Sauf que moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? C'est pas que mes parents sont toxiques, c'est que mes parents, c'est des survivants. Donc, pour eux, protéger leurs enfants, c'est... tu rentres avant telle heure, quand la nuit tombe, faut que tu sois rentré. Donc, on n'a pas ce même rapport-là. Donc, il y a une incompréhension qui se fait. Donc, clairement, la notion de culture, elle est limite centrale par rapport à nos problématiques, parce que en fait, si tu prends pas ça en considération, tu peux pas comprendre la personne et tu peux pas l'orienter correctement par rapport à ce qu'elle doit découvrir d'elle-même. Ouais, je suis super d'accord, je vais bien rebondir, je trouve ça super intéressant. Et je crois qu'il y a même un autre truc, j'aime bien le côté un peu genre, nos parents ils sont un peu dans la survie. Moi je sais qu'à un moment j'en voulais à ma mère de pas aller en thérapie elle-même, tu sais, elle avait peur justement de comportement, je me disais mais je comprends pas pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle va pas juste se faire soigner. Et en fait un jour j'ai capté, j'ai compris un truc pour ma mère, c'est que je crois que pour elle, si elle rembobinait sa vie et qu'elle devait vraiment se poser et dire il m'est arrivé ça, je crois qu'il y a un truc qui pète dans son cerveau, et je pense que rares sont les psys qui ont cette capacité aujourd'hui de récupérer un passé aussi lourd que celui de ma mère. Et j'ai compris ça vraiment tard, et justement moi j'ai choisi une psy qui est noire parce que je me suis dit, si je vais voir une psy qui a un passé culturel vraiment trop différent, qui va pas savoir se mettre à la place de ma mère ou de mon vécu, elle va peut-être pas me juger visiblement, mais elle va me juger parce qu'elle comprendra pas ce que ça implique d'avoir une mère comme ma mère. Cette notion d'en vouloir en fait à nos parents, à nos grands-parents ou quoi. Et je suis tombée sur un réel sur Insta il y a pas longtemps qui disait on peut pas réellement leur en vouloir parce que c'est des outils qu'ils n'ont pas. Et en fait ça m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit mais c'est complètement réel, tu vois, c'est comme une mallette à outils et tu dis mais passe-moi le tournevis. Ouais, mais je sais pas c'est quoi un tournevis, tu vois ce que je veux dire. J'en ai même pas d'ailleurs. Ouais, c'est ça, j'en ai jamais vu. C'est quoi, genre. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est ça. Et tu dis non, mais passe-moi un tournevis en fait, parce que pour nous c'est logique, parce que comme t'as dit, on est des descendants d'immigrés, donc c'est comme si on avait pris ce relais, tu vois, ils se sont sacrifiés, et nous on a ce luxe, comme tu disais tout à l'heure, hein, on a ce luxe de pouvoir y penser, et du coup on peut leur en vouloir de pas nous comprendre, pas comprendre nos émotions. Alors que tout simplement, ils n'ont pas grandi dans ça, en fait. Et je trouve ça super frustrant. Mais quand on le comprend, y a tout qui s'aligne et on n'en veut plus, en fait. Et je sais pas si ça vous avez fait ça, mais le simple fait que moi, je sois allée en thérapie, que je commence à me comprendre, que je commence à avoir des outils, ça détend sur ma mère, mais sans qu'elle se rende compte, en fait. Moi, la première fois que j'ai compris mes parents, j'ai pleuré toute la journée. Oh là là. Ça m'a choquée. J'ai dit non, mais... En fait, je leur en voulais, j'ai dit des choses méchantes, et en réalité, non, c'est juste que eux-mêmes n'ont pas, comme tu as dit, ils n'ont pas les outils pour. Et au fur et à mesure du temps, de rester vraiment centrée avec moi, dans mon cœur, qui je suis, la découverte de moi-même, je me suis rendu compte que ma famille bougeait autour de moi. C'était ouf. Et c'était super beau, parce que la première fois, j'ai dit à mes parents, je t'aime. Oh, j'ai du frisson. C'était... Et que mon père m'a dit, moi aussi je t'aime ma fille. Ah, j'ai pleuré aussi pendant 24 heures. Incroyable. C'était incroyable de se dire, en fait, des fois on attend que ça vienne d'eux, mais on est des adultes et on se rend pas forcément compte du pouvoir qu'on peut avoir sur notre famille pour faire évoluer les choses. Et quand tu vois les choses qui bougent, non, sincèrement, je trouve que c'est la meilleure sensation au monde. Je pense qu'il faut rappeler aussi il faut énormément de courage, hein, pour se dire je vais aller quelque part et je vais déballer ma vie à une personne que je ne connais pas. Ça peut très mal se passer, ça peut très bien se passer, et moi je pense qu'il faut pas minimiser aussi la force que c'est, et je pense encore plus quand justement on disait tout à l'heure, quand on est une personne racisée, quand on porte le voile, quand on est une femme, à chaque fois c'est des trucs en plus où on se dit je vais être encore plus vulnérable, qu'est-ce qui va m'arriver si je rentre dans cet endroit, tu vois. Moi c'est un vrai acte de foi envers soi-même quand on va se faire accompagner, de se dire je mérite d'aller bien, je mérite d'avoir le bonheur, donc j'y vais parce que j'ai foi en moi. Et ça, des fois on se rend même pas compte que c'est vraiment un acte de foi, c'est pas de la faiblesse, au contraire. C'est grave, c'est tout le c'est dur, moi, c'est tout le contraire. Moi je sais que quand les gens me disent je vois une thérapeute, je vois un psy, machin et tout, je suis en mode ça doit être trop fort.
Toi, t'es quelqu'un, quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Toi, 5 points déjà. Je suis bravo, on peut être copine, Tu vois, il y a un truc qui se passe comme ça, je me dis, ah ouais, punaise. En plus du fait que ce soit en plus un coup, tu vois, ça, je pense qu'il faudrait qu'on revienne dessus, mais je sais pas si vous aussi, qu'est-ce qui a fragilisé votre santé mentale? Si vous avez des points spécifiques, vous vous êtes dit, ok, ça, je sais que ça, aujourd'hui, c'est encore un impact sur ma santé mentale, ou je sais pas, quel genre de truc vous impacte au quotidien, ça m'intéresse beaucoup. Moi, par exemple, je viens de Chevillarue, du coup, dans Val-de-Marne. J'ai fait toute ma primaire et mon collège là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, c'était une ville où il y avait très peu de minorités. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de minorités là-bas. Mais quand on est arrivé, il y en avait très très peu. Et il y a 2 écoles primaires. Et moi, j'étais dans celle où il y avait vraiment, vraiment que des blancs, quoi. Il y avait mon frère et moi, mon grand frère et moi. On était les seuls noirs pendant un certain temps, il me semble. Ou je crois qu'on était peut-être 5 au total. Enfin, on était très très peu. Vous, côté sur le doigt d'une main, c'est que vous n'êtes pas beaucoup. Exactement. Et je sais que j'ai subi beaucoup de harcèlement de la part des élèves et même des professeurs. Et ça, c'est quelque chose. Aussi. Des professeurs aussi. Je sais qu'on m'a fait des insultes racistes et que le prof s'est moqué de moi par la suite. Devant tout le monde? Ouais, devant tout le monde. Yes, super. Ce genre de choses. Vraiment, ce genre de choses, dans le sens, ça arrivait de différentes manières à plusieurs reprises. Je sais pas si vous aussi, ça vous a fait ça, mais en fait, il y a l'impression qu'en fait, on est comme une statue, on va dire, et genre, on ressent rien. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Mais si on m'avait demandé il y a... C'est un symptôme. Si on m'avait demandé il y a 5 ans, est-ce que tu penses que le racisme te touche? Enfin, j'aurais pas nécessairement été aussi active dans le fait de dire oui que maintenant. Mais ça m'a pris du temps pour même, un peu de déni. C'était vraiment on va dire le syndrome de la femme forte. Ok. Parce que trop intéressant. C'est un vrai sujet. Je me redresse. C'est un vrai sujet parce qu'en plus j'en parle depuis 2021, je fatigue les gens avec ça, on me dit non mais Kionitra t'abuses, c'est hyper glamour d'être une femme forte et tout. Je dis ok, on en reparlera plus tard, tu vas te rendre compte que ça bouffe ta santé mentale. En fait moi ça a eu un vrai impact pour moi parce que j'ai grandi en cité, l'aîné de 4 filles, mon père il voulait absolument un garçon, donc moi il m'a dit clairement ma fille, il faut que tu sois l'équivalent de 10 mecs. Oh la vache. Voilà. Okay. Donc, il te l'a dit cash? Il m'a dit que il dit tu pas besoin de te le dire. Tu dois valoir 10 bonhommes. Oh la vache. Okay, voilà, donc ça veut dire tu ne pleures pas, tu ne montres pas tes sentiments, tu dois avancer, tu dois réussir. T'es obligé de réussir. Tu dois ouvrir la voie de cette manière-là et pas autrement. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, moi j'ai vécu ça en me disant mais en fait j'ai pas de vie. J'ai pas le choix. En fait, j'ai une vie de merde. Clairement, c'est ce que je me suis dit en grandissant. Et quand j'étais majeure, je me dis, mais en fait, ça va être quoi ta vie d'être obligée de faire comme ça, parce qu'on t'a dit ça, et si tu fais pas ça comme ça, ça veut dire qu'on va te rejeter ou quoi que ce soit. Mais voilà, je suis une femme, et je vois les femmes de ma famille qui sont hyper fortes, qui tiennent hyper bien la maison, donc je dois être comme elles. Donc en fait, ça te met une pression qui est juste... La performance. Ouais. Et t'es comme ça tout le temps, et t'arrives à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, tu veux peut-être faire ta vie, tu te dis... Mais en fait, tu me sers à rien, parce que je vaux 10 bonhommes par rapport à toi. Et là, tu te rends compte qu'il y a un problème. Tu te dis, c'est pas normal. C'est pas normal de penser ça, de dire, en fait, tu me sers à rien. Si, tu me sers pour partager des moments. Mais à ce moment-là de ma vie, j'avais pas cette vision-là. Donc, j'ai divorcé. J'ai eu des problèmes de santé en lien avec ça, parce que je gérais pas du tout mes émotions. J'ai fini à l'hôpital, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Oh, la vache. Donc, le syndrome de la femme forte a failli me tuer, clairement. Et le médecin m'a dit, écoutez, vous avez aucun problème au niveau du cœur, vous avez une colère en vous, je sais pas ce que vous avez, mais il faut lâcher. Voilà, il a dit, il faut lâcher. Et la première fois que j'allais voir une thérapeute, bon, j'ai pas pu m'ouvrir parce qu'elle me comprenait pas, mais une autre thérapeute, j'étais énervée. Elle a dit, ouais, vous êtes en colère, il y a beaucoup de colère qui sort de... Et là, je me suis dit, il y a un vrai sujet. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément bouffée. Et quand je me suis recentrée en travaillant là-dessus, là je vois, mais moi aussi je me sens concernée. Mais moi aussi je me sens concernée. Mais j'avais honte d'en parler. Et en fait, il y a une vraie honte autour de ce syndrome-là, parce qu'on se dit, en fait, si je dis que juste je suis fatiguée de tout porter, genre, je suis épuisée, on va me juger parce que je suis pas une bonne femme, une bonne mère ou autre. Et t'as l'impression que vu que tout est sur tes épaules, si toi tu t'écroules, tout s'écroule. Tout s'écroule. C'est comme un peu les mères célibataires, je trouve qu'elles ont un peu ce truc-là aussi, tu sais, genre les mamans qui sont célibataires, elles font la mère, le père, la sœur, le frère, elles sont tout en même temps, donc en fait elles retiennent tout parce qu'elles ont l'impression que si à un moment elles lâchent, t'as l'impression que tout le monde va lâcher. Et je comprends 100%. Et c'est vrai que je trouve qu'on en parle pas, je pense qu'on en parle pas assez, Moi je suis un peu émue, genre. Et j'ai trop compris ton truc de la colère, parce que moi, genre, pendant longtemps, j'avais ce truc de façade de, au lieu de pleurer, je m'énerve.
Et depuis que je suis petite, j'ai ce truc. Et pourtant, personne me l'a mis dans la tête. Je pense que c'était un truc que je me suis un peu... je sais pas, je me suis rentrée par réflexe, par protection, de trucs, de me dire, mais si je pleure, après je suis faible, après on va me manger. Si je bouffe pas les autres ou si je m'énerve pas, on va me bouffer. Donc moi, faut que je sois forte. La vie, on m'a toujours dit, elle va être plus dure pour toi, faut que tu travailles plus que les autres, faut que tu fasses 2 fois plus, nanana. C'est rentré dans ma tête et je me suis dit, moi je peux pas être triste, je vais être en colère. Donc à chaque fois que j'étais triste, je me mettais en crise de nerfs. À chaque fois que j'étais malheureuse, je devenais irritable et j'avais ce truc comme ça de... Moi la colère elle sortait naturellement et même aujourd'hui encore, comme tu dis là, comme t'as dit, il y a des moments où je suis énervée et je dois me poser et réaliser que je suis pas énervée en fait. Je suis pas du tout énervée, je suis carrément triste, aucun rapport. Mais pourtant la colère elle monte vraiment comme si on m'avait mis en colère, tu vois. Et je dois prendre 5 minutes sur moi et me dire ah ouais en fait je suis pas énervée du tout, je suis triste. Et là je pleure. Un constat que j'ai fait, c'est que à chaque fois que là par exemple on est que des femmes, à chaque fois que je vais à un événement, à une marche, à une table, à tous les événements où je suis allée, on était très majoritairement des femmes en fait. Et c'est quelque chose que je peux pas m'empêcher de constater. C'est vraiment, on a vraiment cette responsabilité à porter sur nous, même quand on pense au parcours de la santé mentale pour une femme et pour un homme. J'ai l'impression que les hommes ils ont cette liberté en fait d'exploser, de faire absolument n'importe quoi. Et après ils peuvent rentrer, ils seront même honorés parce que c'est un homme qui a réussi à se reprendre, à redevenir droit. Mais une femme en fait qui dit qu'elle est allée voir un psy ou autre par la société, c'est un peu une folle. Il y a le truc de l'hystérie. Hystérique, ouais. Donc on a une pression qu'on accepte parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'en fait on nous fait bien comprendre que l'homme il sera dehors, il fera ses erreurs et puis nous on doit rester ici pour tenir en fait toute la communauté. Du coup tu vas au centre social, c'est des femmes. Tu vas voir les éducateurs, c'est des femmes. Mais je pense qu'il faut que ça change quoi, c'est pas normal du tout. Il y a un message qui est envoyé, je me dis quand on va à un événement pour l'inclusivité, pour nous protéger, pour créer un safe space et qu'il n'y a que des femmes, tu te dis quel message ça envoie en fait, tous sont les hommes, du coup qu'est-ce que vous en avez rien à faire. Après je pense que c'est pas qu'ils en ont rien à faire, c'est que déjà nous en tant que femmes on s'autorise pas à être dans nos émotions et aussi la société de l'homme leur a demandé d'être que dans le matériel et en fait pour eux dans leur inconscient en fait on a des problématiques qui sont différentes. Eux pour eux c'est si je ramène l'oseille à la maison je suis un bonhomme. Nous c'est si on est capable de tout porter émotionnellement on est des bonnes femmes. Donc c'est pas qu'ils se sentent pas concernés, c'est que déjà ils voient des femmes qui sont on est tellement fortes et on montre aucune émotion. Comment en tant qu'homme tu veux t'ouvrir à une femme qui est thug entre guillemets. Franchement c'est impossible. En fait, je pense que ça c'est vraiment un problème beaucoup dans les quartiers populaires aussi. Je pense qu'on est tellement on est tellement dur, on apprend tellement à être dur, on est tellement prêt à recevoir des coups de la vie que genre on devient tous des briques. Genre, c'est grave, on est tous des briques. Tout ça je dis j'ai pas mal. Et en fait du coup effectivement je pense que ça, les hommes ça peut être encore pire. Va débrancher le logiciel. C'est ça. 10 ans, 15 ans après en leur disant en fait tout ce qu'on t'a appris c'était pas nécessaire, t'as le droit d'être doux, t'as le droit de prendre ton temps, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être triste, t'as le droit de te ramasser, t'as le droit de... Tu vois, t'as le droit de tout... Enfin, t'as le droit d'être vulnérable, genre, c'est dur, le logiciel, il est... Tu vois, comme t'as eu du temps... Il est bien aussi, tu vois. Et eux, ils doivent avoir la même impression, ils doivent se dire aussi, attends, mais si moi je suis plus dure, si moi je pleure, mais on est foutus. Bah oui. On est foutus. Tu vois, c'est ça le truc. Tu vois, et comme je pense, là pour le coup, pour la classe sociale, les femmes aussi, nous aussi, on est endurcis aussi. Du coup, c'est la compétition de qui va le moins pleurer, qui va être le plus vénère, qui va être le plus dur, qui va encaisser le plus de choses aussi, tu vois. Donc au final, quand nous, on s'autorise à être dans nos émotions, on peut ouvrir des espaces pour que les hommes puissent mieux s'ouvrir. On est puissante. On peut faire évoluer les choses en se changeant nous-mêmes, en tout cas en s'autorisant à être nous-mêmes. Mais si je suis une maman qui n'est pas dans ses émotions, qui a un garçon et qui dit « Regarde-moi mon fils, je suis une femme forte, donc tu pleures pas. » Donc la réalité, c'est qu'on a le pouvoir de tout déconstruire et reconstruire quelque chose qui soit plus sain. On n'a pas la responsabilité de faire bouger les choses. On a le pouvoir de se remettre au centre de notre vie et du coup les gens autour de nous sont obligés de reprendre leur place, leur responsabilité. La nuance elle est différente. C'est en pas fait, c'est en se préservant et en posant les limites et en disant stop, non ça non, on me laisse tranquille justement, que les autres autour de nous sont obligés de bouger. Je suis hyper d'accord. Oui, c'est une façon de se préserver soi-même sans avoir à faire d'efforts de fou. Au contraire, limite c'est t'en fais moins et du coup les autres sont obligés d'en faire plus. Je suis archi... c'est hyper magique. Moi par exemple, pour ma part, je sais qu'il y a plein de moments où ma santé mentale elle a été mise en péril, pas à cause des gens, pas à cause de, je sais pas, de mes interactions sociales, mais juste à cause de l'argent.
Genre, je vais donner un exemple. Genre, si tu galères à payer tes factures, si tu galères à partir en vacances, si tu galères à te payer les choses dont tu as besoin, si tu te sens toujours en décalage avec les autres parce que toi, t'as pas ci, parce que toi, t'as pas ça, parce que toi, t'aimerais bien aller là, que t'aimerais pas aller là, ou alors tout simplement que, je sais pas, t'as envie de partir en vacances et tu peux pas parce que, bah non, attends, j'ai ça à payer, j'ai ma voiture, j'ai mon truc, j'ai mon machin. Est-ce que vous, il y a des moments où vous êtes dit, en fait, là, je pourrais être heureuse, vraiment, je pourrais être heureuse si juste j'avais de l'argent. C'est-à-dire que oui, les problèmes, oui, la famille, etc. Mais là, vraiment, il suffirait que je gagne tant par mois ou que j'ai telle somme qui tombe et en fait, la plupart de mes problèmes, ils disparaîtraient. Que ce soit quand on est petit ou quand on est aujourd'hui adulte ou quand on est ado. Ah, clairement, ouais. Clairement, c'est vrai que moi, il y avait un truc que j'avais constaté, c'est que il arrive un moment où en fait ton rapport à l'argent, c'est pas une question de pouvoir s'acheter des vêtements ou autre, c'est vraiment une question de dignité en fait. Quand quelqu'un peut plus s'acheter de serviettes hygiéniques, de coton-tige, de déodorant, ce genre de choses, j'ai même plus mes besoins primaires en fait, j'ai même plus accès à mes besoins primaires, donc dans ces moments-là, c'est sûr que en fait c'est vraiment dur de... Parce que je trouve que même le rapport à la santé mentale, enfin... Il faut pouvoir aussi prendre soin de soi-même, on va dire entre guillemets, si j'ai même pas de crème pour m'hydrater le corps en fait... j'ai l'impression, moi personnellement c'est vrai que ça donne l'impression d'être un peu une moins que rien entre guillemets, dans le sens où je peux même pas pour moi-même. Ça touche à l'estime quoi. Ouais voilà, ça touche à l'estime, vivre en fait dignement et avoir ce dont j'ai vraiment besoin, genre pas de chaussures, pas de boucles d'oreilles, je parle vraiment de trucs primaires. Donc c'est vrai que ouais, ça joue vraiment pour ma part. Moi à l'époque, oui, je t'aurais dit oui, mais en fait aujourd'hui je te dirais non, parce que déjà ça veut dire que on part du principe qu'il faut obligatoirement aller voir un thérapeute pour être heureux ou pouvoir se comprendre, alors qu'en réalité on a tout en nous. Donc moi à l'époque je me disais ouais, si j'ai pas d'argent je pourrais pas être heureux, je pourrais pas être épanouie, comme si encore une fois je redonnais la responsabilité de mon bien-être encore à une énième personne qui était la thérapeute. Et moi je me suis rendu compte que j'étais prête à mettre des sous, j'économisais, j'allais la voir, mais je me dis mais en fait la réalité c'est que je suis pas autonome. Et moi je n'aime pas ne pas être autonome, je veux me comprendre. Et je me suis rendu compte qu'on ne nous accompagnait pas, même en thérapie dite classique, à donner des outils pour qu'on puisse être autonome. Sauf qu'en réalité, quand tu fais ce premier travail sur tes blessures qui te permettent de te découvrir, en tout cas de libérer la première porte où tu te dis « Ah ouais, ma vie c'est un peu la merde quand même ». Là tu te redécouvres, mais on se découvre toute notre vie. Donc la réalité c'est que si on doit juste aller voir un thérapeute à chaque fois qu'on se sent pas trop bien, on va y aller toute notre vie, on va y aller toutes les semaines, parce qu'il se passe des choses. Notre vie, c'est Netflix. Tous les jours, il y a un truc. Tous les jours, il y a un truc. Donc, c'est ça aussi, moi, que j'ai voulu remettre au centre de mes accompagnements, c'est de dire aux gens, moi, je suis pas là pour vous tenir la main. Je suis pas votre sauveuse. On a tous la capacité de pouvoir se reprendre en main, avancer, et on a des ressources à l'intérieur de nous. Maintenant, il faut juste avoir le bon chemin, le bon plan pour y arriver et ressortir avec les solutions et les réponses qu'on veut avoir. Et à quel outil qui existe, je me suis rendu compte que l'art, ce que je te disais au début, je l'ai utilisé naturellement toute ma jeunesse pour gérer mes émotions, mais je ne l'avais pas fait en conscience. Donc je me suis rendu compte que j'avais toujours eu un outil qui était là, et j'ai remis juste la conscience dedans. Danser en conscience, écouter de la musique en conscience pour pleurer, être bien. Mais oui, c'est gratuit, faut en profiter. C'est vrai que des fois on se rend pas compte. C'est gratuit. On se rend pas compte qu'on a on a des choses autour de nous qui sont gratuites. Écrire. Ouais. Pourquoi est-ce que les artistes, beaucoup en quartier, on n'a pas forcément abordé du rapport de l'art avec les quartiers et la santé mentale. Ça, c'est gratuit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a autant d'artistes, s'il y a autant de textes aussi puissants et percutants, c'est que notre thérapie, c'est l'art. Cet amour excessif que ont souvent les gens qui viennent de quartier pour l'argent. Oui. C'est un truc qui fait que, comme on en a souffert, et on se dit directement le bonheur c'est l'argent, et donc ça rentre dans notre conscience, et on se dit que comme tu disais tout à l'heure, mon bonheur c'est l'argent, mon bonheur c'est que les thérapeutes, mon bonheur c'est les autres, et en fait c'est pas moi, tu vois. Et il y a tout ce truc de se responsabiliser, se dire non mais ok, là si je ressens ça comme ça, c'est parce que je suis comme ça, donc qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois je le prenne mieux. J'ai un peu désacralisé la notion de la richesse, je parle de l'extrême richesse, je parle pas genre t'as un peu d'argent, t'es à l'aise, je parle vraiment de l'extrême richesse. Moi je sais que quand j'étais petite, vraiment j'étais en mode, mais moi, en gros, soit faut que je devienne une star, soit faut que je sois riche. Genre vraiment quand j'étais petite, je me disais mais là, en fait j'ouvrais mes volets, j'ouvrais mes fenêtres, je regardais mon immeuble là, mes briques là, je pouvais plus me les voir. Genre il y avait 15 bâtiments, c'était tous les mêmes, et je me disais mais en fait moi là, je connais qui est sorti de cette situation, qui est sorti de ce contexte de vie autrement que soit par la délinquance, et encore que ils ont pas fini très bien, soit en étant célèbre
et riche, tu vois. Et donc moi je sais que je me suis construite pendant longtemps comme ça avec ce truc de si je veux être confortable, si je veux plus avoir mes problèmes, il faut que je devienne riche, il faut que j'atteigne un certain niveau d'argent si je veux vraiment partir, parce que je connais pas d'entre-deux. Moi je connais que des gens qui sont là depuis 40 ans, soit des gens qui ont explosé et ils viennent même pas de mon quartier, je sais juste qu'ils viennent d'un quartier quelque part, tu vois. Donc je sais que j'avais un peu cette recherche du bonheur pendant longtemps par ce biais-là de soit je suis riche et je suis heureuse, soit je suis là et je suis malheureuse, tu vois. Donc... Vous pensez quoi, vous, du rapport à la dépression dans les quartiers populaires? Parce que je sais que est-ce que c'est tabou? Moi, je pense que c'est tabou, mais je vais pas répondre. Je vous laisse répondre d'abord dans un premier temps. Dans nos cultures et dans nos religions, il y a une diabolisation en fait des pathologies. Je pense qu'on ignore le fait qu'il y a une logique dans... en fait, là, on va dire que c'est une réaction à notre environnement. Enfin, grandir dans une cité, ça peut être extrêmement violent. Moi, je sais que ça a été violent pour ma part. Et voilà, il y a ce truc de déni, en fait, de nous nier le droit d'avoir mal et d'être en difficulté, d'être malade, en fait. On nous nie le fait d'être malade, et je trouve qu'on nous donne encore plus de responsabilités. Comme t'es malade, en fait, prie plus. Et comme t'es malade, va faire le ménage. Et comme t'es malade, réveille-toi plus tôt, et va faire du sport, et va faire ci, va faire ça, pour en fait... je pense que ça, c'est vraiment une peur des gens qui projettent sur nous-mêmes, en fait. Comme ils comprennent pas l'émotion, ils comprennent pas la maladie, c'est hors de leur portée. Ils essaient un peu de contrôler le truc pour nous, pour plus avoir en fait à être témoin de ce mal-être. Mais enfin, je veux pas être dans l'exagération, mais pour moi je trouve ça même meurtrier en fait, parce qu'on enlève à quelqu'un le droit de guérir et on lui nie en fait sa maladie, et je pense que ça empire les choses, et les gens les gens se suicident, les gens font des crises de nerfs, et il faut qu'on reconnaisse en fait ces pathologies, il faut qu'on ait de la compassion les uns pour les autres en fait. Alors pour moi c'est vraiment tabou. La dépression est tabou dans les quartiers, c'est clair et net, pour deux choses. Premièrement, ça remet en question encore une fois la notion de je suis fort, pas forte. Donc c'est si je montre aux gens que je vais pas bien, que je suis en dépression, et en plus que je dis le mot dépression, on va dire c'est bon, t'es une fragile, laisse tomber. Et il y a un deuxième point qui en plus est en lien énormément avec la religion, c'est la notion de gratitude. Donc ça veut dire que si je dis que je suis en dépression, ça signifie que je suis ingrate par rapport au fait d'être en vie, de pouvoir manger, de pouvoir dormir. Donc, encore une fois, ça remet en question mes émotions, mes besoins et qui je suis. Et ce que je dis aux gens qui sont issus des quartiers, je leur dis, le mot dépression, comme ça, il fait peur. Mais plutôt que de voir la définition très médicale, thérapeutique, dites-vous, dépression, c'est mon besoin de relâcher la pression. Il y a des différents stades. Donc, quand tu te dis, c'est mon besoin de relâcher la pression, déjà tout de suite, ok, bon... Je suis pas folle, je suis pas fou, il y a un sujet, et c'est vrai que je me rends compte que j'ai beaucoup de pression, j'ai ça dans ma vie, et on en revient à se recentrer sur soi, ses besoins, plutôt que d'être focus sur le regard des gens. Donc oui, il y a un tabou qui est clair et net, et on en revient encore une fois à l'art, où en fait les outils qu'on a eus naturellement pour pouvoir relâcher la pression, c'était avec l'art. Parce qu'on peut parler sans être considéré comme faible, parce qu'on se dit j'ai lâché un texte avec des punchlines, c'était un truc de dingue. Mais non, mais dans le fond, c'était vraiment ma thérapie. Là, j'ai vraiment relâché toute la pression que j'avais à l'intérieur de moi. Et moi, je rejoins vos deux discours sur le fait que la dépression, d'une part, c'est tabou. Le mot fait peur, le mot ne doit pas être dit, le mot est secret. Si tu le dis, t'es la risée, t'es un faible, t'es une faible. Alors, je parle même pas de la différence homme et femme, parce que là, on est mal barré. La dépression, c'est un truc de blanc. Il y a souvent ce truc... Sûr, de la dépression, c'est un truc de blanc, mais on n'a pas ça chez nous. Il n'y a pas de ça chez nous, ça n'existe pas. Alors que des fois, on le vit, et peut-être qu'on en a vécu plusieurs fois, des dépressions, mais qu'on n'a pas mis le mot là-dessus, parce qu'on se disait, c'est un truc de riche, c'est un truc de blanc. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est pas ma priorité, en fait. Et j'irai mieux avec le temps, c'est pas grave. Le bonheur, je le mets sous le tapis. Et je pense sincèrement qu'il y a plein de gens qui en ont vécu plusieurs, mais qui n'ont juste pas mis les mots là-dessus, et qui se sont soit guéris avec le temps, mais ça a pris beaucoup de temps, soit qui ne sont toujours pas guéris, mais elles ne le savent même pas en fait. Et donc elles transmettent des traumas
à leurs enfants, à leurs frères et sœurs, à leurs amis, à elles-mêmes, à leurs conjointes. Justement, des fois, comme on disait au début, nos parents, ils ont vécu des trucs encore plus durs que nous. Alors du coup, ils disent que nous, ce qu'on vit, mais attends quoi ? Attends, t'as l'école, t'as le goûter, je te fais à manger, je viens te chercher. Si toi, tu te plains, moi, je dois faire quoi ? Je dois exploser, tu vois ? Il y a un peu ce truc-là où ils se donnent à fond et ils comprennent pas qu'on soit pas encore heureux, alors qu'eux, ils ont sacrifié leur vie, leur âme, leur temps, leur argent, tout ce qu'ils avaient, ils ont tout mis. Même s'ils avaient pas beaucoup, ils ont déjà tout mis, donc ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse être mal. Donc ouais, je pense aussi c'est pour ça aussi que c'est tabou, ça serait, tu sais, pour les parents c'est aussi un échec ils ont l'impression de vivre un échec pour eux. Moi je sais que quand même mon père quand tu dis que j'étais en dépression, quand il a capté, parce que moi je suis allée jusqu'à l'hôpital psychiatrique, hein, moi ça allait loin mon histoire, hein. Le premier truc qu'il s'est dit c'est j'ai raté un truc. Alors que rien à voir, tu vois, il avait rien à voir dans mon histoire de dépression, tu vois, au final. Et lui, ses premiers réflexes, c'est « Ah non, j'ai fait n'importe quoi, ah non ». Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est tabou, parce que je pense que les parents, ils ont tendance à vouloir faire genre que « Non, il n'y a pas de problème », ou « Fais ci et fais ça », parce que si ils trouvent pas la solution, c'est que c'est pas des bons parents, c'est qu'ils ont raté, c'est que c'est leur faute, ils vont se culpabiliser eux-mêmes, tu vois. Merci à vous trois, en vrai, pour ce moment. Je suis hyper contente, hyper reconnaissante de ce partage. J'espère que ça parlera à plein de gens, et je pense, j'en suis certaine qu'il y a plein de personnes qui se reconnaîtront. J'espère que ça apaisera aussi des personnes, que ça donnera des outils à des gens. Et si vous voulez conclure avec une petite phrase, je vous en prie. La conclusion, moi, ça serait oser être vous-même, vous prioriser et vous remettre au centre de votre vie parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Moi, je dirais de ne pas s'accabler et croire qu'on est en échec parce qu'on est malheureux ou en dépression. Votre seule solution, avant tout, c'est d'avoir de la compassion pour vous-même, parce que tant que vous serez en colère contre vous-même, pour un échec qui n'est pas un échec en fait, et une difficulté qui est collective, vous n'allez pas vous en sortir, donc soyez votre propre ami dans cette épreuve. Merci d'avoir regardé ce dernier épisode de On dit quoi ? J'espère que ça vous a plu. Et merci d'avoir écouté le podcast, du coup, on est là au passage. Ouais. Donc n'oubliez pas de liker, partager comme d'habitude. En tout cas, on se retrouve sur Instagram et tous nos autres réseaux sociaux. On vous fait de gros bisous. Bye.